Figaro Live, il est 11h11, passé de quelques minutes déjà. On vous l'annonçait sur Twitter, dès vendredi, avant même que ce ne soit officiel. Et le Premier ministre Édouard Philippe a abaissé d'un cran le niveau d'alerte Vigipirate. Alors, êtes-vous rassuré? Faut-il être rassuré après cette mesure? Après la neutralisation, jeudi soir, de Cherif Chaukat, l'auteur de l'attaque contre le marché de Noël de Strasbourg le 11 décembre. Le dernier bilan fait état de 5 morts, de 11 blessés. À l'inverse, craignez-vous, faut-il craindre une nouvelle vague d'attentats islamistes en France? C'est la question qu'on pose sur Twitter, hashtag Figaro Live, hashtag les décrypteurs. Vous êtes 60% à répondre oui. Eh bien, dites-nous pourquoi, donnez-nous vos commentaires, posez-nous vos questions. On les posera notamment à Gilles Kepel qui est revenu sur ce plateau. Il y a une autre question qu'on lui posera peut-être, en tous les cas qu'on se pose, soulevée cette fois-ci par un autre spécialiste de l'antiterrorisme, l'ancien flic Roger Marion. C'est assez surprenant, d'autant que dans cette opération de police judiciaire conduite par les militaires de la gendarmerie, il y avait des observateurs du renseignement, semble-t-il. Son palmarès était bien connu, puisque la première démarche, avant d'aller appréhender un suspect, disons, et sa famille et son entourage, on consulte pour le moins les antécédents. Oui, il y a eu un ratage sur, disons, la dangerosité d'une personne qu'on va interpeller, qui est au fichier des personnes recherchées pour atteinte à la sûreté de l'État. Bonjour Jean-Kiki Zola. Bonjour. Il y a eu un ratage, comme vient de le dire Roger Marion. Alors, écartons ratage. Oui, bien sûr qu'il y a eu un ratage. Un attentat, par définition, c'est toujours un ratage. Après, est-ce qu'il y a eu le ratage que Roger Marion décrit? C'est un autre problème. Ce qui est intéressant, oui ou non, alors? Ce qui est intéressant, c'est que Chekatt, ce jour-là, quand on se présente chez lui avec des gendarmes et des observateurs du renseignement intérieur, enfin de la sécurité intérieure et du renseignement territorial, Chekatt est considéré déjà comme quelqu'un de dangereux pour des raisons de radicalisation et comme un terroriste potentiel, puisqu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que son cas a été analysé en groupe d'évaluation départementale, discuté en fait dans un groupe qui réunit autour du préfet les principaux services, et que comme il n'était pas possible de l'attaquer, si vous me passez l'expression, au terrorisme, parce qu'il ne donnait aucun signe de passage à l'acte, il a été décidé d'aller le chercher, si vous me passez toujours l'expression, dans une affaire de droit commun qui était en cours. Donc ce jour-là, Chekatt est identifié comme quelqu'un de dangereux. Après, il y a ratage naturellement, parce que Chekatt n'est pas présent à son domicile, que Chekatt est en train de se balader, on ne sait pas très bien où, avec une arme à feu, et que quelques heures plus tard, il va commencer à tuer aux arts. Donc là, le ratage, il est là, bien sûr. Est-ce qu'à l'heure où on se parle, on sait ce qu'a fait Chekatt entre le moment où il y a eu la perquisition à son domicile mardi matin, le 11 décembre au matin, et le moment où il a commencé son équipée sanglante? Alors moi, je ne le sais pas. Les enquêteurs, à ma connaissance, est-ce que c'est lié? Est-ce que l'équipée, est-ce que les attaques de mardi soir sont liées à ce qui s'est passé le matin? Alors c'est naturellement la clé. C'est-à-dire, est-ce que Chekatt agit parce que le matin, on essaie de l'interpeller et qu'ensuite, il décide de se lancer dans une action terroriste parce qu'il se dit qu'il va être arrêté quelques heures plus tard, ou est-ce que c'est quelque chose qui est prémédité en amont? Bon, au minimum, déjà, il a quand même acquis l'arme à feu qui lui a servi à tuer ce soir-là. Bon, je pense que ce n'est pas non plus forcément le problème fondamental. Le problème fondamental, il est que Cherif Chekatt est un terroriste islamiste qui agit, a priori en l'état actuel du dossier, de sa propre initiative, c'est-à-dire en suivant terrorisme d'inspiration, comme le décrivent les spécialistes de l'antiterrorisme. C'est-à-dire qu'en fait, il est nourri par la propagande de Daesh et d'autres groupuscules islamistes, parce que l'important, c'est le terrorisme islamiste, peu importe les sigles, GIA, GSPC par le passé, Daesh aujourd'hui, demain Al-Qaïda, bien sûr, demain autre chose, peu importe. Chekatt est nourri de cette propagande qui, tous les jours, toutes les heures, appelle à frapper l'Occident et décide de passer à l'action. C'est ça, je pense, la réalité de ce qui s'est passé à Strasbourg. Je rappelle que vous êtes un des spécialistes des questions de sécurité et d'antiterrorisme au service Société du Figaro, et on a suivi avec vous dès mardi soir ces heures douloureuses qui ont marqué Strasbourg. Donc, à vous suivre, on est assuré, en l'état actuel de l'enquête, que Chekatt avait une intention islamiste et terroriste. C'est un débat qui
fait rage sur Twitter, notamment autour de la question qu'on a posée et auquel vous êtes toujours invité à répondre. Craignez-vous une nouvelle vague d'attentats islamistes en France après l'attaque de Strasbourg? Vincent, nouvelle vague d'attentats islamistes. Depuis le 1er janvier 2018, il y a eu 3 attentats en France. Donc la vague, on y est, si je puis dire. En 2017, il y a eu d'autres attentats. 2016, 2015, on les a tous en tête. Donc la vague, elle continue. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le propre père de Cherif Chekhat, face à la caméra, en l'occurrence, je crois que c'est celle de France 2, samedi soir, à la sortie de sa garde à vue, déclare officiellement que son fils était un partisan de Daesh, qu'il avait même des discussions, lui-même d'ailleurs le père, fiché S également pour radicalisation au passage, qu'il avait des discussions avec son fils et que son fils estimait que Daesh défendait une juste cause. Bon, il est fiché S pour radicalisation, il est fiché dans le fichier des radicalisés, il dit à son père qu'il pense que Daesh est une juste cause et il tue des gens au hasard un soir à Strasbourg. Donc il y a des fortes suspicions, à tout le moins. Et accessoirement, Daesh revendique, mais ça... La revendication de Daesh, c'est plus compliqué, puisque elle est opportuniste. Par ces temps-là, effectivement, Daesh, ces derniers mois, a revendiqué un peu tout n'importe quoi. La tuerie de Las Vegas en 2017, quelqu'un qui a tué sa mère et sa sœur à Trappes à l'été 2018. Oui, ils ont tendance un petit peu à revendiquer de façon opportuniste. Alors, puisqu'on fait un point, on parlait de l'enquête et justement des proches de Cherif Chekhat, eh bien, à l'instant, on vient d'apprendre qu'un proche de Chekhat va être présenté au juge. Il s'agit d'un homme qui a été arrêté jeudi et qui est soupçonné d'avoir joué un rôle dans la fourniture du revolver utilisé par Cherif Chekhat. Alors ça, c'est un détail important parce qu'une des questions qui se pose, c'est est-ce que Chekhat a un réseau derrière lui et de quels appuis a-t-il pu bénéficier, en tous les cas dans les heures de sa cavale, dans le quartier où il a été retrouvé, dans le quartier où il habitait, le quartier du Nord-Ouest. L'enquête commence à le dire, l'enquête le dira, mais ce sont exactement les mêmes questions qu'on posait en mars 2018 pour Radouane Lagdim, qui a tué à Trèbes et à Carcassonne, qu'on posait en 2017 pour Karim Chorfi, qui a tué ce policier sur les Champs-Élysées. Ce sont toujours les mêmes questions qu'on pose pour des profils de terroristes d'inspiration, souvent paraissant relativement isolés, mais naturellement n'étant jamais totalement isolés, parce qu'il faut quand même un petit réseau logistique pour savoir où dormir, pour savoir se procurer une arme, pour savoir éventuellement essayer de monter une cavale. Que disent les services de l'État de la menace aujourd'hui? Est-ce qu'on est inquiet? Alors écoutez, ça, pour le coup, là-dessus, les autorités de l'État sont toujours sur la même longueur d'onde. La menace, elle est maximale. Et accessoirement, le profil... Même si on a baissé d'un cran le niveau d'alerte du GIGN. Oui, mais ça, après, c'est des questions techniques. C'est que vous ne pouvez pas non plus en permanence avoir les forces de l'ordre toujours sur le pont, surtout quand les Gilets jaunes sont un mouvement qui n'est pas totalement éteint. Bon, accessoirement, ça, c'est du détail technique. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'un profil comme Chekhat est probablement le profil de terroriste le plus inquiétant qu'on puisse trouver sur la place, si je puis dire, puisque c'est quelqu'un qui, encore une fois, potentiellement, n'a pas besoin qu'on lui ordonne quelque chose avant de passer à l'action. Il est juste nourri, de façon, encore une fois, presque subliminale, par toute la propagande islamiste, notamment délivrée sur Internet. Merci beaucoup Jean-Kiki Zola, et on attend de savoir, l'une des choses qu'on guettera, c'est de savoir qu'est-ce qui a vraiment déclenché dans ce cadre-là, dans ce que vous venez de décrire, le passage à l'acte de Chekhat. Faut-il craindre une nouvelle vague d'attentats islamistes en France? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter, #Figaro Live, #les décrypteurs. C'est bien sûr la question qu'on va poser également à Gilles Kepel, et aussi peut-être une réaction à ce qu'a déclaré Christophe Castaner. Ce n'est pas la revendication totalement opportuniste de Daesh qui change quoi que ce soit. Il y avait ici un homme qui a nourri en son sein le mal. Il a tué. Et au moment où je vous parle, je pense aux victimes, je pense aux blessés qui sont en train encore dans les hôpitaux de Strasbourg de se battre entre la vie et la mort. Je pense à leurs proches. Un homme qui a nourri en son sein le mal qu'il a tué. Bonjour Gilles Kepel. Bonjour. Cherif Chekhat, c'est un braqueur qui s'est radicalisé en prison. C'est ce qu'on appelle maintenant le profil hybride. C'est ce qui nous menace aujourd'hui en France, principalement. Effectivement, là, beaucoup de ceux qui ont agi, c'était ça, mais il n'est pas le premier, parce que la figure fondatrice du djihadisme de troisième génération en France, qui est Mohamed Merah, c'est quelque chose qui est un peu du même ordre. C'est de la délinquance moyenne, puis radicalisation en prison et à travers le milieu familial, c'est le frère, la communauté d'Artigat, le milieu toulousain, puis ensuite ses départs toujours mystérieux à l'étranger, et finalement le passage à l'acte. Alors pour l'instant, on ne sait pas s'il est parti, lui, à l'étranger. Non, lui apparemment, on n'a pas de preuve qu'il y soit allé.
Mais on a un peu les mêmes débats qu'à l'époque. D'ailleurs, vous vous souvenez, le patron du renseignement, à ce moment-là, on était en pleine période de crise. C'était la transition de Sarkozy à Hollande, la campagne électorale. Et M. Squarcini avait déclaré de tous les côtés c'était un tueur, c'était un loup solitaire, rien à voir avec du réseau. Or, en fait, l'histoire montre qu'il était très profondément impliqué dans un réseau, mais qu'il n'était pas motivé par un donneur d'ordre immédiat. Ensuite, il a quelque chose qui se produit et il va passer à l'acte, tuer les militaires, qui sont des apostats de l'islam d'après lui, parce qu'il pense que les militaires sont musulmans, mais ils ne sont pas tous, mais ils ont la peau brune, la plupart d'entre eux, il les tue, et tuer les juifs, parce que ça fait de l'effet. Et on a un peu ça aujourd'hui aussi, avec le débat qui a repris sur ces thèmes. Vous avez peut-être vu dans les colonnes de la page débat du Monde vendredi dernier, un article d'un sociologue qui expliquait que ça n'avait rien à voir avec l'islam, qu'il avait tué par désespoir et que sa radicalisation n'était pas du tout liée à une quelconque idéologie. Propos qui sont démentis par le propre père de l'individu en question, et surtout qui ne permettent pas qui oublient complètement à la fois le processus qui se produit aujourd'hui dans les prisons, qui est extrêmement important et où on voit, j'ai un étudiant qui termine sa thèse là-dessus, qui a rencontré plus de 80 djihadistes emprisonnés, et qui explique très précisément comment ce processus idéologique se produit. On est dans la dénégation la complète. Et puis, autre chose, il faut voir que, M. Kikizola en a parlé tout à l'heure, depuis le début des incidents et des désordres liés aux manifestations des Gilets jaunes, qui ont été suivis par des chasseurs. Je vous coupe parce que vous avez des choses très intéressantes à dire sur les Gilets jaunes et je voudrais qu'on y revienne. Mais auparavant, sur l'attentat de Strasbourg, pardon de vous poser la question comme en ces termes, parce qu'il y a 5 morts et on ne va pas faire une comparaison des bilans macabres. Mais des bilans, c'est macabre. Et on ne veut pas insulter la mémoire des morts. Il n'en reste pas moins que l'attentat de Nice, une seule personne en camion tue plus de 80 personnes. Les attentats de Paris, le 13 novembre, un commando organisé, on y reviendra peut-être dans une deuxième partie de l'émission, qui a fait le carnage que l'on sait. Est-ce qu'on ne peut pas dire quand même que, entre guillemets, le terrorisme aujourd'hui en France, le terrorisme islamiste est, entre guillemets, si on adopte le logiciel de ses auteurs, moins efficace qu'il y a 3 ans? Oui, bien sûr, puisque depuis la chute de Raqqa, le 17 octobre 2017, toute la structure de coordination des attentats qui avait été mise en œuvre en 2015 et en 2016 a été éliminée. L'attentat de Magnanville, l'assassinat du policier et de son épouse, suivi par la condamnation à mort d'un certain nombre de personnes, dont votre serviteur. L'attentat qui a tué à Saint-Étienne-du-Rouvray le prêtre Jacques Hamel. L'attentat du 4 septembre 2016, ce commando féminin qui voulait faire sauter la cathédrale de Paris. Oui, et qui a été démantelé très vite et qui a été la fin de cette phase du djihadisme, puisque elles se sont déballonnées et elles ont donné les noms de tout le monde a été préventivement. Tout cela avait été coordonné par une seule et même personne depuis la zone Raqqa à Mossoul, un djihadiste algéro-français du nom de Rachid Qassem qui venait de Roanne et qui a été depuis lors éliminé par une frappe américaine, je crois. Donc cette structure-là ne fonctionne plus. Vous voyez par exemple, pour Saint-Étienne-du-Rouvray, Rachid Qassem avait mis en contact un gars qui venait de l'Est de la France avec le jeune Normand. Ils ne se connaissaient pas. Il les avait accompagnés l'un et l'autre, dirigés. L'un était allé en covoiturage jusqu'à Saint-Étienne-du-Rouvray. Ils étaient passés à l'acte ensemble. Donc cette type de sophistication-là, elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Mais à l'inverse, si on vous suit, c'est cette hybridation où ces personnes qui sont finalement qui ont été radicalisées en prison et puis qui continuent sur Internet, qui peuvent passer à l'acte à un moment ou à un autre, ça c'est le vrai danger. Bien sûr, ça c'est toujours présent et d'autant plus, si vous voulez, ce qui s'est passé avec les incidents de ces dernières semaines, c'est que en suivant... les incidents, on parlait autour des Gilets jaunes. Oui, c'est ça. Et les manifestants, les Gilets jaunes eux-mêmes ne sont pas en cause, mais les gens plutôt l'inverse. Les gens qui se sont greffés derrière eux. Oui, là, c'est une question très complexe. Les Gilets jaunes,
une classe moyenne d'origine française, généralement en voie de paupérisation, parmi lesquels on a vu des slogans qui étaient à la fois assez hostiles aux populations immigrées des banlieues sur le thème ils ont droit à tous les transferts sociaux, nous sommes imposables et on n'a rien, et d'autre part hostiles aux classes dirigeantes sur le thème ce sont des globalistes et des mondialisés. Donc si vous voulez, c'est assez complexe tout ça. Mais néanmoins, quand ils sont entrés à Paris, les Gilets jaunes ont permis à des groupes qui d'habitude n'y entrent pas de venir dans leur suite. Et le vocabulaire des incidents des Gilets jaunes, ça a été les voitures qui brûlent. En 2005, les voitures ne brûlaient pas à Paris. Tous les incidents étaient limités à Clichy-sous-Bois, la Seine-Saint-Denis et aux banlieues à travers toute la France. En 2018, c'est pas des gens des banlieues qui sont venus, qui ont profité. Si, justement, derrière les Gilets jaunes. C'est ça, c'est les Gilets jaunes pour pouvoir mettre le feu aux voitures. Exactement, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est ce vocabulaire qui, d'une certaine manière, aussi a pris en otage les revendications des Gilets jaunes. C'est un mélange de groupes sociaux. Ce que vous êtes en train de me dire, Gilles Kepel, pour qu'on comprenne bien, c'est que, par exemple, il y aurait une volonté djihadiste, radicale en tout cas, d'instrumentaliser les Gilets jaunes pour pouvoir commettre des actes Absolument. qui sont des actes djihadistes. Avec mes étudiants, on suit leur propagation, leur propagande sur les sites, sur les web télé, etc. Ça vient d'Idlib, de la zone syrienne où il y a encore beaucoup de Français. Quels sont les commentaires qu'on peut lire sur la crise des Gilets jaunes ? Par exemple, il y a un montage photo qui a été fait très récemment. Vous avez l'Arc de Triomphe couvert de sang, des gilets jaunes en bas, un djihadiste avec sa mitraillette, et puis une inscription en arabe qui dit « Ayyuhal muwahhidoun », c'est-à-dire « Oh, les adorateurs de l'unicité divine, il faut attaquer dans les terres de la croix, parce que ça a beaucoup plus d'impact, allez-y, c'est le moment ». Et en bas, vous avez un petit morceau de la déclaration d'allégeance à Abou Bakr el-Baghdadi, mais tout ça est en arabe, évidemment, donc ceux qui ne connaissent pas l'arabe n'y comprennent rien. Et merci, c'est pour ça qu'on vous remercie de donner la traduction. Voilà. Justement, puisque vous parlez des terres chrétiennes, vous dites dans l'interview que vous avez accordée à Alexandre Devecchio, à retrouver sur lefigaro.fr, que pour les terroristes, Noël est une fête impie. Les fêtes chrétiennes risquent-elles de devenir à chaque fois des journées à haut risque en France ? Strasbourg, le marché de Noël, avait déjà été visé en 2000. En 2016, il y a 2 ans, c'est le marché de Noël à Berlin, la Breitscheidplatz, qui était visé explicitement. Et dans la littérature djihadiste en ligne, le marché de Noël est indiqué comme une cible ces dernières semaines de manière récurrente. 1, parce que c'est la fête des mécréants. 2, parce qu'on y trouve du porc et de l'alcool, donc les bons musulmans n'ont pas à s'y trouver, et donc tous ceux qui sont là sont des victimes licites. Si fête mécréante et fête matérialiste. Oui, et alors... Et fête occidentale. Voilà, mais ce qui est en fait terrible aussi, là encore, il ne s'agit pas de faire différenciation parmi les victimes. Donc le 15 août, on est moins exposé. Oui, si vous voulez, mais la première victime du tueur, c'est un réfugié afghan qui est là depuis plus de 20 ans, qui a très bien réussi, qui est garagiste, l'un des piliers de la mosquée turque de Strasbourg, et qui a été victime du tueur comme les autres. C'est-à-dire que dans le délire des djihadistes, finalement, tous ceux qui ne sont pas dans leur secte sont soit des mécréants quand ils ne sont pas musulmans, soit des apostats quand ils sont musulmans et autres. Donc, dans cette affaire, les musulmans eux-mêmes ne sont pas en cause, ils sont aussi les victimes des tueurs djihadistes. Mais est-ce que c'est pas ça qui permet justement, ce sera ma dernière question, à certains, comme la personne que vous citiez dans Le Monde, de dire que ce n'est pas l'islam qui est en cause dans ce cas? Si, là, vous ne faites pas l'islam comme tel, mais c'est à partir de son utilisation de l'islam que Daesh recrute et fleurit. Mais est-ce que c'est une trahison ou pas? Quand vous avez, par exemple, les yézidis que Daesh tue parce qu'ils sont infidèles et dont il réduit les femmes en esclavage, il se réfère à l'interprétation littérale de textes coraniques qui sont effectivement attestés, mais qui sont dans un contexte complètement différent, qui est celui du 7e siècle. La question des textes religieux, c'est leur interprétation. Vous avez dans la plupart de la littérature religieuse des choses qui, si vous les mettez en œuvre au sens littéral au XXIe siècle, apparaissent comme complètement à côté de la plaque. Et ça, c'est toute la question justement qui va se poser avec l'organisation de l'islam en France. C'est l'un des chantiers qu'Emmanuel Macron a beaucoup remis et qui maintenant il va devoir gérer dans un contexte très difficile au début de l'année 2019, qui est de savoir qui sont ceux qui ont l'autorité
pour l'interprétation, étant entendu que dans l'islam, ce n'est pas comme le catholicisme. Oui, c'est un peu comme le protestantisme, Voilà, où il y a un c'est certain éclaté, nombre d'interprétations qui sont possibles. Il y a des gens dont l'interprétation, si vous voulez, sera plus fait autorisée. autorité, c'est ça. Voilà. Et quelle est l'autorité à laquelle il faudra se référer en France. Merci beaucoup Gilles Kepel pour ces premières précisions. Puisqu'on parlait d'un chaos, eh bien, voici comment en sortir. C'est votre dernier ouvrage qui est passionnant. Et on rappelle l'émission dans laquelle vous êtes venu le 12 novembre dernier, justement pour voir comment il était possible de sortir du chaos, notamment en Méditerranée, au Moyen-Orient, mais également en France et en Europe. On va revenir sur ces questions, on va continuer le débat. Vous posez vos questions, vous êtes déjà de nombreux à vous poser vos questions on va tâcher d'y répondre. On va revenir peut-être sur une autre question qu'a soulevée la ministre des Armées, Florence Parly, vu que Chérif Shekat, comme beaucoup, on l'a dit depuis le début, était fiché S. Je ne redirai jamais assez que le fichier S, c'est un fichier qui permet de suivre des personnes dont on pense qu'elles sont susceptibles de commettre des actes répréhensibles, mais qui n'en ont pas commis. Donc, nous sommes en France, dans un pays de liberté, dans lequel on ne peut pas, et je pense que c'est bien ainsi, arrêter quelqu'un pour le seul motif qu'on pense qu'il va peut-être commettre quelque chose. Bonjour Paul Gonzalez. Bonjour. Vous suivez les questions de justice au service Société du Figaro. Merci d'être avec nous. Une question de Bobif. On nous répète que les prisons sont des incubateurs à djihadistes. Quand fera-t-on quelque chose pour les prisons? Est-ce qu'il y a aujourd'hui une réflexion? Est-ce qu'il y a des pistes pour éviter cette radicalisation dont parle Gilles Kepel? La direction de l'administration pénitentiaire se met en ordre de marche, mais c'est extrêmement long. Donc elle a d'une part créé des quartiers d'évaluation, et puis d'autre part elle est en train de mettre en place des quartiers de prise en charge de la radicalisation. Maintenant la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on va mettre comme mise en œuvre dans ces quartiers de prise en charge de la radicalisation. Actuellement, il y a environ 27 programmes qui tournent en détention sur cette prise en charge, mais la doctrine n'est pas unifiée et en fait, chacun fait un peu ce qu'il veut dans son coin. Alors, on va revenir sur une autre notion qu'on vient d'entendre être abordée par Florence Parly. Les fichiers S. Quelles sont les pistes aujourd'hui pour répondre à ce défi et au défi de leur nombre? Alors, les fichiers S, c'est un fichier à la fois de police et de renseignement. Dans ce fichier, il y a aujourd'hui 26 000 personnes qui sont inscrites à plein de titres. Sur ces 20 000 personnes, 26 000 personnes, on en a vraiment 3 000 qu'on estime dangereuses en termes de radicalisation islamiste. Qu'est-ce qu'on fait de ces 3000 personnes? Quelles sont les pistes qui sont évoquées? C'est toute la question de la prise en charge. On voit que c'est un nombre extrêmement important et c'est extrêmement difficile de mettre un policier derrière chaque fichier S. Et c'est tout l'enjeu. Et sachant qu'il y a un autre enjeu, c'est celui que souligne Gilles Kepel dans l'interview qu'il a donnée à Alexandre Devecchio, c'est ces islamistes qui vont sortir de prison et qui risquent de se trouver, selon ces termes, en situation de nouveau passage à l'acte. On a d'ailleurs une idée du nombre? On a, d'ici 2022, environ 400 détenus qui sortent de manière perlée de détention pour terrorisme. Alors, sur ces détenus... Comment on va les prendre en charge, entre guillemets? Alors, sur ces détenus, d'abord... Est-ce qu'ils sont repentis? Ça, très peu. Il est très difficile de le savoir. Tous peuvent le prétendre. Après, c'est pas évident que ça. Il y en a certains qui le prétendent. Bien sûr, qu'il y a le jeu de je regrette tout ça, tout est derrière moi, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que même en cas de sortie sèche, il y a un suivi. Il n'y a pas forcément un suivi judiciaire, mais il y aura un suivi administratif pris en charge par le renseignement. Est-ce qu'il est possible, ou en tout cas est-ce qu'il est à l'étude à la chancellerie, de faire évoluer la législation pour répondre justement aux défis posés par les profils comparables à celui de Shekat et ces profils hybrides? La grande idée de la chancellerie, c'est la mise en place d'un procureur de la République antiterroriste
qui aurait des délégués à peu près partout sur le territoire, en tout cas des référents, et qui va permettre quelque chose qui se fait mal actuellement, qui est justement la jointure, je dirais, entre les forces de police et de renseignement et le judiciaire, et l'exploitation judiciaire que l'on peut en faire. Alors, on a aujourd'hui un outil... Une forme de surveillance permanente, en fait. En tout cas, une forme d'échange. Peut-être pas permanent, mais qui soit plus aisé à mettre en place. Aujourd'hui, on a ces groupes départementaux qui sont déjà une association entre les préfets et les procureurs, sauf que, si vous voulez, actuellement, il n'y a pas de doctrine pour les procureurs qui sont un peu partout et qui savent pas et qui ont bien d'autres choses à faire que le terrorisme également. Donc l'idée, c'est effectivement d'avoir des référents dans les parquets qui vont travailler sur leur population radicalisée plus spécifiquement. Parce que, au fond, le problème que pose la doctrine, c'est qu'il y a la notion préventive, et que soulevait tout à l'heure Florence Parly. On a un problème qu'on n'a pas tranché, si je vous écoute, si je comprends bien, entre est-ce qu'on n'a pas... Il y a le principe de précaution, qui permettrait de pouvoir frapper ou mettre hors d'état de nuire avant passage à l'acte, et puis la doctrine qui veut que du flagrant délit et qui veut qu'on passe à l'acte pour pouvoir agir. C'est toute la question, et ces pouvoirs, à un moment donné, un peu comme ça aurait dû être le cas pour Cherif Chekhat, on ne peut pas le toper pour terrorisme, on va le toper pour droit commun. Et en fait, l'idée, c'est bien sûr que le judiciaire connaisse bien cette population localement et puisse être beaucoup plus efficace avec un suivi plus intensif, pas seulement de surveillance, parce que ce n'est pas son rôle, mais de poursuite des infractions. Merci beaucoup, Paul Gonzalez, pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes responsable des questions judiciaires au service Société du Figaro. La question qu'on vous pose sur Twitter, c'est est-ce que vous craignez une nouvelle vague d'attentats islamistes ? C'est une question qu'on se pose. On a également entendu le président de la République revenir sur cette question. Le chef de l'État s'est rendu à Strasbourg vendredi soir pour rendre hommage au travail des forces de l'ordre. Jusqu'à 700 mobilisés dans cette traque hors norme. Et auparavant, le président de la République s'était exprimé à l'issue du sommet de Bruxelles pour livrer une de ses convictions. J'ai remercié le Parlement européen pour le grand sang-froid qu'il a eu durant les heures qui ont suivi l'attentat. À cet égard, je veux le dire aussi, les réponses sont européennes. Et à l'initiative de la France notamment, l'Union européenne va adopter dans les prochaines semaines une législation très stricte pour lutter contre la propagande terroriste en ligne, les contenus devant être retirés dans un délai d'1 heure. Bonjour Mathieu Suc. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous venez de publier cet ouvrage passionnant qui s'appelle « Les espions de la terreur ». C'est aux éditions HarperCollins. Vous racontez comment d'ailleurs il y a eu un commando depuis Raqqa qui a toute une cellule qui organisait les attentats qui ont frappé Paris en 2015. C'est l'un des aspects passionnants de votre ouvrage et comment justement est pratiqué l'espionnage au profit de ces attaques terroristes en Europe. Alors la question est toute simple. Aujourd'hui, en l'état actuel des choses, où en est, sait-on où en est l'espionnage djihadiste en France ? Alors, l'AMIAT, donc la structure, le service secret de l'État islamique, tel que je la décris dans mon livre, à l'heure actuelle, en tout cas, la structure telle que je la raconte n'existe plus. Ses principaux cadres ont été éliminés par des frappes de la coalition. En revanche, l'État islamique, quelles que soient ses appellations, c'est-à-dire en 10-15 ans, quand il s'appelait Al-Qaïda en Irak ou sous d'autres noms, nous a toujours montré que malgré ses pertes, il arrivait à se régénérer et à produire de nouvelles têtes. Et c'est ce que je raconte souvent, c'est qu'il y a quelques jours de la sortie de mon livre, j'ai une source qui m'a dit « Tiens, est-ce que tu connais un tel et un tel ?» des djihadistes dont je n'avais jamais entendu parler, et en me disant c'est eux qui dirigent maintenant le bureau des opérations extérieures de l'État islamique. Alors, donc,
Peut-être qu'il s'est régénéré, je ne sais pas. C'est l'histoire et les semaines et les mois qui passent. En revanche, ce qu'on sait, par contre, ce qu'on peut dire de manière plus sûre, c'est que au-delà de cette structure, il y a tout un savoir-faire depuis 20 ou 30 ans qui se passe entre générations et entre groupes djihadistes, et notamment par le biais, vous en parliez tout à l'heure, enfin le président Macron, par le biais d'Internet. Et donc, il y a tout un savoir-faire à travers des tutoriels qui se transmet, et notamment pas seulement pour faire des attentats, pas seulement pour fabriquer des bombes, mais aussi pour déjouer les services de surveillance, pour utiliser des moyens de communication sécurisés, enfin tout plein de process sophistiqués. Et je l'avais expliqué, que ça soit dans mon livre ou dans un récent article pour Mediapart, les services de renseignement français ont constaté que, y compris sur les derniers attentats, je parle d'avant Strasbourg, hein, courant 2017, ceux qui ont malheureusement réussi ou même ceux échoués, les gens qui étaient une menace endogène, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas réussi à rejoindre la Syrie, qui étaient restés chez eux, même quand ils avaient peu de connexions, peu de réseaux, quand bien même, ils arrivaient à déployer des process de sécurité qui étaient quasiment équivalents à ceux des hommes dont je parle dans mon livre, qui ont été formés, eux, véritablement par le service secret djihadiste. Et Donc, voilà, votre livre, pardon Mathieu Sucre, je vous coupe parce qu'on a peu de temps. Tout ce que vous dites justement est intéressant, on va y revenir. Et vous continuez à expliquer ça justement dans ce livre, Les espions de la terreur, et qui est à retrouver chez Harper et Collins. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Peut-être sur ce que justement cette dissimulation que décrivait Mathieu Sucre, et cette dissimulation justement qui vise à déjouer les services de renseignement. Oui, effectivement, on a un certain nombre de gens en prison qui expliquent que c'est fini maintenant. Ils boivent du porc, ils boivent de l'alcool, pardon, ils mangent du cochon, c'est plus un problème. C'est de la taquia, de la dissimulation. Voilà, ils ne demandent plus le repas sans porc en prison. En fait, généralement, on se rend compte que c'est sujet à caution, et qu'il s'agit surtout de trouver une remise de peine et de pouvoir sortir le plus vite possible. Donc c'est rarement pris complètement au sérieux. Ce qui est frappant, justement, c'est plutôt la résilience idéologique chez les djihadistes emprisonnés. Alors bien sûr, la plupart de ceux qui étaient en Syrie expliquent qu'ils étaient cuisiniers, qu'ils étaient chauffeurs, qu'ils n'avaient pas de responsabilité opérationnelle. Ça, c'est parce que ils visent à minorer leur implication. Oui, et puis les peines ont été considérablement alourdies. Là, l'un des problèmes aussi, dont on n'a pas parlé, c'est que vous avez pas mal de djihadistes qui vont sortir, parce qu'ils ont servi des peines de 2-3 ans de prison, 4 ans de prison. 400, disait Paul Gonzalez. Qu'on leur avait infligé avant 2015 et avant la vague djihadiste. Et donc ça pose un énorme problème, parce que même s'ils ne passent pas là, si vous avez tout ce milieu, toute cette nébuleuse qui s'est créée aujourd'hui à travers les web TV. Alors Emmanuel Macron a demandé que les contenus soient enlevés tout de suite. Mais ça, c'est pour les choses qu'on peut saisir, avec des adresses IP, etc. Là, vous avez des web TV qui apparaissent, qui disparaissent au bout d'une heure. Ensuite, vous recevez un mot de passe pour vous connecter sur la suivante. Donc, vous avez tout un système en clusters, en groupes, qui est beaucoup plus ductile et qui est compliqué à gérer. Paul ? Oui, alors c'est exact ce que dit Gilles Kepel sur les peines, mais on voit que depuis 2015-2016, on n'est plus du tout dans le même étiage de peine, et que la jurisprudence est extrêmement durcie en la matière, et que systématiquement aujourd'hui est requis le maximum des peines, et que certains des filières islamistes qui sont passés en correctionnel avant 2015, vraisemblablement aujourd'hui passeraient plutôt aux assises. Henriette nous demande, Jean, concernant le père de Cherif Chekatt, il est fiché S, n'est-il pas aussi un risque ? S'il est fiché S, la fiche S, comme l'a expliqué Paul, est un outil de renseignement, un outil de surveillance qui permet notamment de surveiller les allées et venues d'un individu. Je pense que si on a pris une mesure pour ce monsieur, sans le diffamer, oui, il y a une raison particulière. Bon, le frère, l'un des frères de Cherif Chekatt est également fiché S. Il serait aujourd'hui emprisonné en Algérie, arrêté après le mandat de recherche qui a été émis après l'attentat à Strasbourg.
J'étais en Algérie ce week-end, donc il est recherché. Il est recherché, oui, c'est ça, oui. Ok. Donc il serait recherché en Algérie pour cette raison. Voilà, c'est bien évidemment que ces gens-là représentent un risque potentiel, puisqu'ils font partie d'un fichier qui, encore une fois, est un outil de renseignement pour surveiller les allées et venues de gens dont on peut supposer qu'il est intéressant de savoir où ils vont et où ils viennent. Deux dernières remarques, je vous demande d'y répondre brièvement, puisque l'heure tourne. Bovis qui nous dit « Une solution serait la perpétuité réelle et irréversible pour toute personne impliquée dans du terrorisme ». Et la question profonde de Léon, ne faut-il pas revoir nos défenses civiles? Gilles Kepel. Je crois que là, il faut quand même faire attention. On est un État de droit, donc il y a des peines. Voilà, il y a des peines qui sont affectées, qui ont été alourdies, hein, ça a été rappelé, et on ne peut condamner, mettre en tenir en prison que des gens qui ont été condamnés. Ça pose le problème aussi de cette notion de fichier S, dans lequel vous avez entre 12 et 20 000 personnes sans les gradations. Alors, c'est un outil qui sert à guider le renseignement, mais on ne peut pas s'appuyer là-dessus pour mettre des gens en prison, pour les expulser, etc. Contrairement à ce que demandent certains leaders de la majorité, de l'opposition. Sinon, on n'est plus dans un état de droit. Si vous voulez, ça demande une surveillance renforcée, un travail de prévention qui, pour l'instant, n'est pas bien fait encore, notamment parce qu'on manque considérablement de gens qui sont capables de voir comment ça se passe en arabe, de voir les porosités entre les uns et les autres, entre l'Afrique du Nord et ici. Tout ça, c'est un travail qui a été laissé de côté. Et justement, toutes les idées qui sont sur lesquelles c'est du désespoir, ça n'est pas important, etc., ça provient d'individus qui sont incapables de lire ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc je crois que c'est là qu'il y a l'effort à mener d'abord, avant tout, parce que c'est essentiellement l'analyse en amont qui nous permet de voir les choses. Il faut aller plus à l'INALCO ou à l'Institut du monde arabe plutôt que de rechercher des réponses judiciaires. C'est votre analyse également? On peut faire les deux, oui. Non, sur le fichier S, je crois qu'en fait, s'il y a toute cette discussion autour des fichiers, c'est qu'il y a quelque chose qui transparaît. C'est qu'effectivement, il y a peut-être une inadéquation. Est-ce que le système est encore pertinent? Le système, il marche, puisque finalement, les gens, on les repère. Donc, c'est plutôt un système qui marche. Ensuite, la question, c'est celle de la prise en charge et c'est celle de trouver des infractions qui vont permettre de judiciariser. Et c'est peut-être là que le problème se pose. C'est effectivement, outre le fichage, de trouver la possibilité de judiciariser. Et pour ça, bien, il faut... Sans atteindre aux libertés civiles. Forcément, oui, parce que de toute manière, on ne peut pas judiciariser s'il n'y a pas d'infraction. Est-ce que c'est possible? De quoi? Aujourd'hui, de judiciariser. De judiciariser sans infraction pénale? Non. On ne peut pas le faire. Ceci étant, il faut se rappeler, je parle sous le contrôle de Jean, qu'il y a depuis 2015 des personnes qui ont été expulsées et qui n'avaient pas commis d'infraction en tant que telle, pour prosélytisme notamment, quelques imams. Parce qu'ils étaient censés représenter un risque pour la sécurité de l'État, et bien sûr, c'est une raison tout à fait utilisable. Ce qui a été fait, en fait, la façon dont la France a essayé de gérer ce problème, c'est l'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste. C'est un chef avant l'inculpation, qui permet de maintenir des gardes à vue beaucoup plus longues, etc., et qui nous a permis d'éviter Guantanamo d'une certaine manière. Merci beaucoup pour ces précisions. La suite est à retrouver d'abord dans l'interview que vous avez fait, Gilles Kepel à Alexandre Devecchio, à retrouver sur lefigaro.fr. Également dans votre livre, Sortir du chaos, et c'est à lire et à acheter juste avant Noël. Tiens, c'est une idée. C'est chez Gallimard et vous y apprendrez beaucoup de choses, des choses inédites, notamment les voyages de Gilles Kepel dans Mossoul, qui à peine tombé. Les articles de Paul Gonzalez et de Jean Kitizola sont à retrouver et à lire sur le Figaro.fr, et notamment le focus qui a été fait le soir même de l'attaque de Strasbourg, où il y a plein d'informations en complément. Merci beaucoup d'avoir été présent ici. Sur Figaro Live, eh bien, c'est l'actualité. Aujourd'hui, si vous n'avez pas pu suivre, si vous suiviez cette émission, vous n'avez pas pu suivre peut-être Miss France, qui était en même temps invitée, vous allez pouvoir la retrouver en replay sur le portail Figaro Live. Cet après-midi, les championnes de France de handball seront ici même et elles pourront répondre à vos questions. Dans un instant, Laurence Rossignol est invitée du talk. Ce soir, point de vue avec Guillaume Roquette à 17h et audition publique. L'invité aux dernières nouvelles sera Sébastien Chenu, Marine Le Pen, nous ayant fait faux bond au dernier moment.